À l'heure où les menaces internationales et les tensions n'ont jamais été aussi grandes, eh bien, on n'a jamais autant parlé d'eux. Les espions, plongés ce soir dans le monde fascinant et mystérieux de l'espionnage. Et on va commencer avec celui qu'on appelle Monsieur Paul. Il est l'un des plus fidèles espions d'Emmanuel Macron. Il est là depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est l'homme des missions sensibles, enquête sur cet ancien des forces spéciales, devenu l'émissaire de l'ombre du président. Quentin Bollier, Germain Ballet et Lara Péquet. C'est l'œil du 20h. C'est le plus fidèle et le plus ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Il est pourtant fort probable que son nom ne vous dise absolument rien. Paul Soler. Pas facile de le trouver sur les photos officielles. Il est l'homme des missions très sensibles de l'Élysée. Son goût du secret suscite beaucoup de fantasmes et nous a valu des conseils de prudence des diplomates contactés. C'est une vache sacrée. Personne n'oserait vous parler, personne n'est suicidaire. Envoyé très spécial, diplomate personnel, l'œil a enquêté sur l'espion particulier du président. 1er février 2025, après 484 jours dans les mains du Hamas, l'otage franco-israélien Ofer Calderon est libéré. Devant les micros, sa famille remercie nommément 3 personnes. Merci, Président Macron, Anne-Claire Legendre et Paul Soler. Paul Soler, quel rôle a joué celui qui est officiellement conseiller, envoyé spécial pour la Libye? Nous avons contacté la famille Calderon. Pour toutes nos demandes, il a aidé. Je ne peux pas vous révéler tout ce qu'il a fait. Son boulot était discret. On ne peut pas parler de tout, mais il avait les bons contacts. Pour en savoir plus sur Paul Soler, nous contactons d'anciens conseillers de la présidence et recevons alors spontanément ce message de l'Élysée. Bonjour, je comprends que vous préparez un sujet sur Paul Soler. Si vous le souhaitez, nous pouvons échanger à votre convenance. Bonjour, quand? Est-ce que demain vous conviendrait? L'œil n'est pas habitué à ce que les portes s'ouvrent aussi facilement. Nous sommes reçus par 2 conseillers en communication en présence de Paul Soler. Pas d'interview possible, mais on nous confirme qu'il est bien l'homme des missions discrètes, qu'il transmet des messages aux interlocuteurs qui pèsent auprès des chefs d'État et rapporte au président la réalité du terrain. D'où vient-il? Comment est-il arrivé là? Paul Soler est un militaire. Engagé volontaire, il rejoint directement les forces spéciales dans une unité de renseignement à 20 ans. Voici de rares photos de lui en opération. Il enchaîne les terrains sensibles, Afghanistan, Irak, Ukraine, Sahel. Le général Christophe Gomard, aujourd'hui eurodéputé, l'a eu sous ses ordres. En 2011, il l'envoie en mission clandestine en Libye. On saute avec tout son barda, son sac, son arme, ses munitions, ses moyens de renseignement et on est mis en place par petites équipes. C'est ce qu'ils ont fait à quelques-uns, quelques dizaines, dont Paul Soler en effet. C'est un jeune qui en veut, c'est un jeune très motivé, c'est un jeune très sportif. On voit qu'intellectuellement, c'est quelqu'un d'assez brillant. En 2016, à 40 ans, le capitaine Soler sollicite l'équipe du candidat Macron. Invité au QG de campagne, il fait un exposé géopolitique au futur président. Une présentation dont se souvient un participant qui ne souhaite pas être cité. Le niveau d'expertise et d'autorité du mec se sont imposés en 5 minutes. Là où dans une campagne, vous voyez débarquer un paquet de clowns quand même assez impressionnant. Lui, personne ne le connaissait. Il est arrivé avec sa petite carte et sa petite sacoche. Et à partir de là, le président s'est dit, lui, on va quand même essayer de le garder, quoi. Élu 6 mois plus tard, Emmanuel Macron l'emmène à l'Élysée. La première grande mission de Paul Soler est un coup diplomatique, le sommet de la Selle Saint-Cloud. Grâce à ses contacts en Libye, il a réuni 2 chefs rivaux de ce pays divisé. La rencontre fait alors grand bruit, mais aussi long feu. Plusieurs diplomates restent amers. Non seulement ça n'a rien donné au plan politique, mais en plus, je dirais que ça a eu des conséquences négatives pour la suite. Et ça, c'est l'action de Soler, envoyé spécial de Macron sur la Libye. C'était lui qui était derrière tout ça. Donc toutes les réunions ont été préparées par cet envoyé spécial. D'ailleurs, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'était une diplomatie parallèle qui se faisait derrière la diplomatie officielle. Mais pas de quoi freiner l'ascension de Monsieur Paul, comme l'appellent les Libyens. On peut retrouver la trace de certaines missions. Qatar, Émirats, Algérie et Libye bien sûr. Mais d'autres déplacements sont top secrets. Comme en mars 2022, quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine, il rencontre seul, dans le plus grand secret, le ministre de la Défense russe d'alors. Une diplomatie parallèle appréciée par le président, selon cet ancien diplomate chevronné.
y a vraiment ces gens de l'ombre. On ne sait jamais s'ils se mettent en valeur par rapport à ce qu'ils font ou s'ils font vraiment quelque chose. Ça a toujours existé. Au moins, Solaire, ça fait partie de ces gens-là. Il faut qu'il y ait des gens qui soient justement en dehors des circuits officiels pour faire ce genre de boulot. Alors, je ne sais pas si lui le fait bien, hein, mais tout président a besoin de ça. De Gaulle, Mitterrand, les présidents ont souvent eu leurs conseillers occultes, aux héritages parfois sulfureux. Hommes des coups bas ou des tractations audacieuses, l'histoire dira quelle sera la trace laissée par Paul Solaire. Cette question maintenant, y aura-t-il bientôt un nid d'espions chinois au cœur de la City? Le gouvernement britannique a donné son feu vert à un projet hautement controversé, la construction d'une méga ambassade de Chine en plein cœur de la capitale, une décision qui suscite de très fortes inquiétudes. Reportage à Londres, Maryse Burgot. Ces immeubles devraient bientôt abriter la nouvelle ambassade de Chine à Londres. Mais selon certains Britanniques, ce lieu deviendra surtout le plus grand nid d'espions au service de Pékin. Ces manifestants en sont convaincus. Des riverains, des militants des droits de l'homme, des politiques, ils se battent depuis des années contre ce projet approuvé aujourd'hui par le gouvernement britannique. Ils vont déposer un recours pour empêcher le début des travaux. Nous ne voulons pas d'un pays qui nous espionne grâce à sa super méga ambassade chez nous. Cette gigantesque ambassade sera située au cœur de Londres, tout près du quartier financier de la City ou encore de la Tour de Londres. 20 000 mètres carrés, juste à côté d'un important centre de télécommunications. En sous-sol, plusieurs salles, dont l'usage n'est pas précisé. Mais la grande inquiétude concerne ces câbles de télécommunications britanniques très sensibles. Ils sont au plus près de la future ambassade et pourraient être espionnés. Il y a des techniques sophistiquées qui permettent de se raccorder à ces câbles. On peut les courber légèrement et récupérer une partie des données transportées par les fibres optiques. On peut détourner le trafic, en quelque sorte. C'est une technique qui existe. Le gouvernement britannique ne nie pas les risques, mais assure qu'ils seront gérés. C'est en fait pour des raisons économiques que le Premier ministre Starmer entend améliorer ses relations avec le Chinois Xi Jinping. Cette gigantesque ambassade chinoise, la plus grande en Europe occidentale, est un peu le prix à payer. On revient maintenant sur l'une des opérations les plus spectaculaires des services de renseignement de ces dernières années, opération qui a sidéré le monde entier. C'était le 17 septembre 2024. Le Mossad israélien, l'un des services de renseignement les plus performants du monde, a fait exploser, rappelez-vous, des milliers de beepers de membres du Hezbollah en même temps. Des anciens du Mossad ont accepté de nous raconter cette opération. Ils s'expriment au micro d'Arnaud Miguet avec Anne-Fleur Lespio et Chloé Duval. Beyrouth, il y a un peu plus d'un an, dans les quartiers chiites de la capitale libanaise, l'opération Beeper va commencer. Des appareils piégés explosent entre les mains des membres de l'organisation ennemie d'Israël, le Hezbollah. C'est l'opération la plus spectaculaire du Mossad, les services secrets israéliens. Ces fameux beepers, les voici avant et après les détonations. Déclenchés à distance, ils blessent d'un seul coup près de 3000 membres de la milice chiite et tuent 12 personnes dans plusieurs villes libanaises. Comment le Mossad a-t-il réussi à infiltrer la chaîne d'approvisionnement et devenir fournisseur officiel du Hezbollah ? C'est le résultat d'un travail de plusieurs années, voire dizaines d'années d'infiltration et de renseignement. Avner Abraham a passé 28 ans au service du Mossad, une opération qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'était une opération tellement brillante. Le Mossad a décidé de fabriquer un beeper plus solide que ceux qu'utilisait déjà le Hezbollah, avec une batterie durant plus longtemps, étanche. Et le Hezbollah les a achetés à un très bon prix. Mais pour cela, les espions israéliens ont dû créer une légende, un site sur Internet, des sociétés écrans ici en Bulgarie, acheter une licence à Taïwan et même fait des vidéos promotionnelles vantant son beeper Apollo, en fait fabriqué et testé en Israël avec sa charge explosive. Chose rare, dans le monde de l'espionnage, le Mossad revendique son action contre le Hezbollah et malgré des victimes civiles, dont 2 enfants, envoie ses agents sur un plateau de télévision.
Ils n'avaient aucun indice qu'ils achetaient au Mossad. On a fait comme le Truman Show. Tout est contrôlé par nous, derrière la scène. Il y a bien les actions non revendiquées, restées secrètes, des fiascos aussi. Mais l'histoire du Mossad et d'Israël reste intimement liée depuis 77 ans. C'est sa force, selon cette ancienne responsable de la division recherche de l'agence. Je me souviens, quand je travaillais au Mossad, il y avait ce sentiment pour les agents de défendre l'État d'Israël, de travailler à sa sécurité, car on est entouré d'ennemis et on a conscience de l'importance du travail que l'on fait. Depuis ses débuts, le Mossad dépend directement du Premier ministre. Lors d'une visite récente à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou a remis à son allié américain ce beeper en or, nouvel objet de fierté en Israël. Et on va vous raconter maintenant l'histoire d'un journaliste célèbre, patron de l'Express, qui était en fait un agent de Moscou. Plus largement, comment le KGB infiltrait la France et ses cercles de pouvoir dans le Paris des années 70. Regardez ce reportage passionnant signé Marianne Buisson et Guillaume Beaufils. Secret, pouvoir et trahison. Sa vie ressemble à un film d'espionnage. Pendant la guerre froide, Philippe Grimbach, ancien directeur du journal L'Express, fut un agent du KGB. Pour les Russes, son nom de code était Brock. C'est Étienne Girard, lui-même journaliste à l'Express, qui a révélé l'affaire. J'ai été incrédule, sidéré. C'est trop gros pour être vrai. Le nom de Philippe Grimbach figure dans les documents transmis par un agent du KGB passé à l'Ouest. Tout y est, même la date de son recrutement, 1946. Les espions soviétiques expliquent que c'est sur le fond, sur l'idéologie, qu'il adhère et qu'il veut bien collaborer au KGB. Là, on a les années Grimbach, quand il est directeur de la rédaction. Dans les années 70, l'Express est un journal de premier plan et Philippe Grimbach, le patron de presse qui murmure à l'oreille des présidents, de gauche comme de droite. Et là, c'est intéressant. Donc, on a l'entretien avec le président Giscard et là, Philippe Grimbach. Le président Giscard d'Estaing, loin d'imaginer qu'il est interviewé par une taupe de Moscou. L'Express, c'était sa légende à temps plein qui lui permettait d'accéder aux grands de ce pays. C'est très utile pour Moscou d'être briefé, d'être informé presque en temps réel sur ce qui se passe dans les ministères à Matignon, à l'Élysée. Grimbach a-t-il livré aux Russes des informations capitales? Mystère. En tout cas, les journalistes qui l'ont côtoyé, comme Michel Labro, ont du mal à y croire. Un homme qui avait effectivement beaucoup de prestance, beaucoup d'allure. Un as de la dissimulation. Moi, ça a été un choc, je dois dire, parce que rien dans ce que j'ai vu, entendu et tout ne pouvait laisser soupçonner ce genre de choses. J'ai du mal, quoi, c'est vrai, j'ai du mal à coller les morceaux. Pour autant, je crois que malheureusement, ça ne fait pas de doute. Philippe Grimbach est mort en 2003, sans avoir été inquiété. L'agent Brock n'est qu'une pièce du puzzle. Moscou tisse sa toile pendant la guerre froide jusqu'au plus haut sommet de la société française. Objectif, recruter des informateurs, des journalistes, diplomates, scientifiques, même des députés de tous bords auraient renseigné les Russes. À Paris, les agents du KGB repèrent les Français susceptibles de trahir. Cet ancien du contre-espionnage, Michel Guérin, a étudié les techniques de recrutement, l'œil de Moscou, mode d'emploi. Une fois qu'on voit à peu près qui peut être intéressant, il y a l'approche. Lors d'un cocktail, lors d'une conférence, une rencontre fortuite dans la rue. Au départ, le KGB réclame des renseignements anodins. Et puis, on donne de l'argent à cette personne. En disant, non, mais ça te prend du temps, voilà, faut que tu sois récompensé, tout ça, on donne de l'argent. Et petit à petit, on demande des choses de plus en plus précises. Et puis, il arrive un moment où, là, carrément, on demande de fournir des choses qui sont, elles, protégées par le secret. Certains espions russes vont même jusqu'à séduire leurs informateurs, comme dans les films. C'est ce qui est arrivé à André Chéniaud, alias Paul, policier à la DST, recruté en 1948.
Selon ce journaliste d'investigation, Chéniaud est tombé sous le charme de Lydia, chanteuse dans un cabaret. Sur la photo, on a l'impression que c'est un couple heureux, lambda. Et en fait, derrière la façade, on a une espionne très expérimentée du KGB. Elle va le séduire et elle va le corrompre. Chéniaud travaille à Berlin pour la DST, le contre-espionnage français. Amoureux, il livre à Lydia des dizaines d'informateurs qui renseignent Paris. Étape suivante, le couple s'installe en France et se marie. La DST a des doutes, elle enquête. Monsieur Chéniaud donne toute satisfaction et son ami ne semble pas avoir cherché à s'immiscer dans ses relations de service. Et ils se sont fait rouler dans la farine. L'idée qui a été extraordinairement efficace de la part du KGB, c'est d'infiltrer une espionne sur le sol français en la faisant se marier avec un policier français. L'idée est incroyable, mais si ça passe, après c'est en béton. Depuis la France, Lydia espionnera pour le KGB sans être démasquée. Elle finira par quitter Chéniaud, qui termina sa vie avec la peur d'être un jour rattrapée par son passé. Et pour compléter cette page spéciale, on reçoit 2 experts du renseignement. Ils connaissent les secrets du monde des agents secrets comme personne. Ils le racontent dans ce livre-là, Les espions du président, chez Albin Michel. Antoine Isambard, Pierre Gatineau, bonsoir. Bonsoir. 4 questions à vous, très rapidement. D'abord, est-ce que vous diriez qu'à l'heure où la menace n'a jamais été aussi grande, on a en France de bons espions et de bons services de renseignement ? Alors on a des réussites, notamment dans le contre-terrorisme, en fait, où on a depuis 2015 79 attentats qui ont été déjoués par les services français. Donc c'est plutôt une réussite. Et on a aussi, en termes de contre-espionnage, on a depuis 2022 une 60aine d'espions étrangers qui ont été expulsés de France. Donc ça montre que les services bossent là-dessus. Et on a également, je dirais, au plan judiciaire, de plus en plus, quasiment 1 à 2 fois tous les 2-3 mois, des Français qui sont poursuivis pour intelligence avec l'ennemi, donc pour trahison. Donc ça montre que les services ont des moyens, travaillent de plus en plus et arrivent à lever des lièvres. Après, je dirais qu'il y a aussi des fiascos, et la guerre en Ukraine l'a montré avec la DGSE, les services français qui n'ont pas pu anticiper cette guerre, les coups d'État en Afrique qui n'ont pas été vus non plus par les services français. Donc ça, c'est des échecs. Après, je dirais que voilà, on a le bon côté, c'est qu'on est plus nombreux, on a des moyens qui ont été en hausse, et ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Le problème, c'est qu'on a une menace qui, en fait, est multiforme, avec de plus en plus de services. Vous parliez de la Chine, à Londres notamment. Les services chinois, c'est à peu près 200 000 collaborateurs et agents. Si on compare avec le nombre de personnes qui travaillent en France dans l'enseignement, c'est 20 000. Donc voilà, il y a un problème aussi de nombre. 20 000, eux, c'est plus de 200 000. 200 000, oui, effectivement, c'est pas la même échelle. Vous parlez des tensions qui grandissent chaque jour. On l'a vu notamment avec les États-Unis et les menaces de Donald Trump. Est-ce qu'il nous surveille? Est-ce que l'administration Trump nous surveille plus qu'avant? Et est-ce que vous pensez que la prochaine élection présidentielle sera perturbée par des ingérences américaines, russes, chinoises ou autres? Pour la première partie de la question, les États-Unis nous ont toujours surveillés quelque part. Il y a eu plusieurs cas d'espionnage, même sur les présidents, sur des décideurs politiques. Maintenant, ce qui change effectivement, c'est la posture même. C'est-à-dire que dans la dernière stratégie de sécurité nationale américaine, il est clairement écrit noir sur blanc que le but est d'abattre l'Europe. Donc en Europe, la puissance continentale nucléaire qui a un siège au Conseil de sécurité, c'est nous. Donc on est clairement dans les cibles prioritaires désormais, de manière clairement affichée. Et effectivement, ce qui va être, au-delà de l'espionnage pur, ce qui va être vraiment important, ça va être les ingérences. On connaît les ingérences russes qui vont, j'allais dire, des trolls en ligne jusqu'à déposer des têtes de cochon devant les mosquées, parce que les Russes savent très bien agir sur nos propres failles identitaires en France. Et maintenant, vient s'ajouter à ça, effectivement, ce qu'on appelle les sphères MAGA, toute l'influence américaine, tout le soft power américain qu'on pensait bienveillant et autres, qui va se retourner contre nous, qui va être particulièrement violent. Et clairement, en 2027, ça va être une boucherie d'ingérence en ligne et sur le sol français. Vous racontez dans ce livre qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus attiré par le monde des espions que ses prédécesseurs, que François Hollande ou que Nicolas Sarkozy, qu'il est fan notamment de la série Le Bureau des légendes. C'est quoi la pochette rouge tous les jours qu'il reçoit? C'est un document qui arrive tous les soirs à 19h sur son bureau et qui contient environ une dizaine de notes des services de renseignement. Ça peut être sur ce qui se passe, par exemple, au Kremlin, à Téhéran, éventuellement aussi à la Maison-Blanche. Donc, c'est les notes les plus sensibles et secrètes de la République. Et Emmanuel Macron a eu une appétence très forte pour ces notes. Il fait sa politique étrangère là-dessus. Et en cela, il tranche avec De Gaulle ou Chirac. Chirac disait, par exemple, que le renseignement est un nid à emmerdement. De Gaulle parlait de renseignement barbouzard. Donc, Et lui, véritablement... Il aime ça. Il y a eu les attentats de 2015 qui ont relégitimé aussi le renseignement aux yeux des Français. C'est une génération aussi qui a connu le Bureau des légendes. Donc voilà, il a
ils essaient le renseignement à un niveau assez important, et la situation géopolitique de tension aujourd'hui le sert. En 3 mots, qu'est-ce qui fait un bon espion ? Très bonne question. Moi, je dirais curieux, un peu comme un journaliste. Déjà, au départ, il y a beaucoup de similitudes. Humble, parce que je pense qu'il faut ne pas avoir les réponses avant les questions, donc pas avoir de présupposés idéologiques ou autres avant. Je dirais aussi souple, parce que espionner, c'est quand même mentir, saboter, voler de l'information, donc il faut quand même être un peu joueur. Et en dernier, je dirais, pour la nouvelle menace qui nous occupe, je dirais être binational ou venir d'une culture étrangère qui peut beaucoup servir. Ça peut beaucoup servir parce que vous êtes sur que ce soit dans les réseaux djihadistes ou dans des pays, des dictatures comme la Russie ou la Chine, vous êtes dans des pays très fermés. Et donc, si vous ne connaissez pas la culture locale, si vous ne pouvez pas passer inaperçu, vous infiltrer localement facilement, c'est très compliqué. La France, par exemple, dans la lutte contre les réseaux djihadistes, doit beaucoup à ces binationaux et aux gens qui viennent qui ont coopéré avec des Français ou qui travaillent même dans les services. Et ça, on ne le dit pas assez, mais la France leur doit beaucoup.